les mêmes atteintes aux droits fondamentaux, notamment la rédaction de l'article 24 continue à permettre en fait la possibilité d'empêcher la presse et les journalistes, y compris sans carte de presse, et les observateurs des droits de l'homme, dont font partie notamment les associations telles que la LDH, mais d'autres aussi, ne vont plus pouvoir en fait documenter le cas échéant les violences policières. On a d'autres aggravations du texte qui sont passées. Alors, pour faire croire, on va dire que ce texte est plus respectueux, elles ont été enlevées. Je pense notamment à la transformation des services de police en chaîne publique qui aurait retransmis les images qu'ils auraient scénarisées. Donc effectivement, ça a été retiré. Et il y aurait une interdiction d'utiliser la reconnaissance faciale sur les drones. Mais enfin, quand même, le principe de l'utilisation des drones est désormais acté dans la loi. C'est-à-dire que désormais, le Parlement a décidé qu'en France, des appareils mobiles de surveillance pourraient contrôler l'intégralité de la population. Donc nous continuons à contester en fait cette loi, nous continuons à être unis dans cette contestation et nous allons organiser très bientôt, au soutien de la saisine qui va être faite par les députés et les sénateurs, nous allons organiser en fait une saisine citoyenne du Conseil constitutionnel et nous allons porter une contribution extérieure qui va se rajouter aux contributions extérieures qui seront très certainement faites par les organisations nationales pour exprimer notre volonté en fait que cette loi soit censurée. Alors toute la loi, et pour cela nous avons des moyens importants, c'est notamment le fait que ce n'est pas une proposition de loi, puisque les députés qui l'ont proposée avaient eu une mission parlementaire confiée par le gouvernement pour la mettre en place. Le fait que ça nous semble un peu étrange que le député en fait, qui a porté cette loi ait lui-même créé une société d'agence de sécurité privée tirant donc directement bénéfice de la loi à venir, c'est quand même pas vraiment normal. Le fait que dans les dispositions notamment, il y a des dispositions qui sont analysées comme permettant de la corruption à rebours parce que les fonctionnaires des forces de l'ordre pourront travailler dans le privé et donc optimiser tous les contacts qu'ils auront eus dans leur carrière publique dans le privé et cumuler la retraite sur ces éléments-là, c'est quand même parfaitement scandaleux. Et donc nous allons porter cette voix aux côtés des organisations nationales. Parce que pour la première fois depuis très longtemps, de très nombreux collectifs se sont mis en place partout en France pour contester cette loi et que localement nous avons vu des associations qui ne sont pas présentes nationalement, des associations culturelles, des associations de personnes handicapées, des associations qui travaillent au contact des plus précaires, qui voient bien le danger de cette loi. Et puis aussi parce que c'est la première fois qu'il y a autant de lieux qui, y compris dans l'arrière-pays, se mobilisent. Et je pense à Sète, je pense à Perpignan, je pense à Béziers, mais ça a été pareil dans tout le sud de l'Occitanie, ça allait jusqu'à Pau, à Montauban, dans les petites villes, les villes de taille moyenne. Et il faut, nous semble-t-il, que le Conseil constitutionnel ait conscience que cela ne se joue pas que dans les cabinets parisiens et que notre liberté, en fait, on tient à la défendre parce qu'on vit libre ici et on a envie que ça le reste. Voilà. Donc les organisations, une partie des organisations membres du collectif sont là aujourd'hui pour répondre aux questions des journalistes et nous vous donnons rendez-vous très bientôt. Alors il y aura plusieurs dates. Si la loi est déjà promulguée et le Conseil constitutionnel saisi, peut-être dès le 10 avril, sinon au mois de mai et en tout état de cause au 1er mai. Sachez que nous appellerons à venir massivement pour le 1er mai parce que la loi sécurité globale, c'est aussi la surveillance des syndicats, la surveillance des travailleurs, la surveillance des prolétaires, la surveillance des pauvres, la surveillance des associations et c'est cette mise totale de la société sous surveillance que nous contestons. Voilà, merci beaucoup. Alors, le gouvernement est allé vite, donc on pense qu'ils vont aller vite aussi pour le dernier passage qui est un vote en une demi-heure à l'Assemblée nationale et au Sénat. Ensuite, il y a 15 jours pour les députés et les sénateurs pour saisir, mais ils travaillent déjà à la saisine, donc ça peut aller vite. Et nous, ensuite, on saisira dans la semaine qui suit. Donc, les sénateurs qui vont contester, oui, vous savez, il y en a dans la région ou pas? Oui, je pense que dans la région, je sais que on est informé. Alors que Muriel Ressiguier a voté contre ce texte de loi et également Lucien Bourgi au Sénat. C'est un message personnel de Muriel, on ne peut pas venir parce qu'elle soutient le
le centre sur la photo, message personnel de Myriel qui soutient cette initiative et qui ne peut malheureusement pas être présente mais qui aurait souhaité l'être. Qui a effectivement été présente à de nombreuses manifestations Elle en ne peut pas été. venir aujourd'hui. Et on sait que ces députés-là, en tout cas ce député et ce sénateur se sont opposés en séance et qu'il y a un travail parlementaire qui est fait pour faire une saisine du Conseil constitutionnel. Il y a d'autres organisations au niveau national qui travaillent aussi là-dessus. Après, je ne sais pas trop au courant, mais très commission mixte, là, dont tu parles, c'est quoi en fait, dans l'étape par rapport. En fait, c'est quand il y a un vote en urgence. Ah, voilà. Alors là, c'est l'urgence qui est déjà décrétée et c'est pour éviter la navette, c'est-à-dire que ça reparte à nouveau à l'Assemblée nationale et au Sénat. Ils peuvent se mettre d'accord entre eux. Ah, d'accord. Et là, ils ont essayé de se mettre d'accord et manifestement, ils l'ont fait. Mais c'est vrai que le fait que le ministre de l'Intérieur annonce dès la semaine dernière qu'il donnait en fait carte blanche aux parlementaires pour en fait pouvoir trouver un accord, c'est quand même, si vous voulez, ce qui est dramatique, c'est de voir qu'on ne fait même plus semblant. C'est-à-dire que le gouvernement ne fait même plus semblant de respecter en fait les procédures parlementaires. Et il paraîtrait vraiment important que rien que là-dessus, à savoir qu'il y a eu un détournement ouvert, qui est un détournement qui n'est même pas caché, un détournement flagrant de nos principes constitutionnels, de la séparation des pouvoirs. Parce que quelle est la différence entre une proposition de loi et un projet de loi? C'est qu'un projet de loi, il y a une étude d'impact et il est évalué par le Conseil d'État. S'il y a une étude d'impact, il y a notamment une étude d'impact financière. Or, une proposition de loi ne peut pas aggraver les charges publiques. Et là, on voit bien que pour acheter des logiciels, des ordinateurs, pour faire de la reconnaissance faciale, équiper en caméra piéton, les drones, tout ça, ça va coûter de l'argent. Vous avez à côté le CNAPS, qui est le Conseil national des agences privées de sécurité, qui va avoir le droit de mettre des procès-verbaux, des contraventions, comme une personne publique. Mais c'est même pas une autorité administrative indépendante, c'est composé pour moitié de sociétés privées. Donc en fait, on est en train de donner à des employeurs, des patrons de sociétés de sécurité privée, le pouvoir de contrôler la police sur le contrôle des agences de sécurité privées qui elles-mêmes vont pouvoir avoir des pouvoirs de police délégués, être armées et tirer sur la population avec des LBD 40 et des tasers. Enfin, j'ai vraiment l'impression, excusez-moi, avec tout le respect que j'ai pour l'Amérique du Sud, j'ai limite l'impression quand même à un moment donné de rejoindre en fait les États où le processus démocratique a été mis largement en péril. Parce que là, c'est extrêmement grave. Et pour nous, il est vraiment important que le Conseil constitutionnel entende que, en fait, c'est pas un choix. Nous exigeons le respect de nos droits fondamentaux. Nous l'exigeons. Nous sommes citoyens d'un pays démocratique qui a pris la Déclaration des droits de l'homme comme socle en fait de son organisation et on ne peut pas voir sous nos yeux la déliquescence totale du principe de séparation des pouvoirs et des principes qui sont censés gouverner notre pays. C'est inadmissible. Et on ne peut pas croire que le Conseil constitutionnel va uniquement valider cette loi. C'est sûr qu'il va censurer certaines dispositions, mais c'est vrai que nous, ce qu'on voudrait, c'est qu'il y ait une censure totale. Il faut que le gouvernement respecte soit le projet de loi, si c'est un projet de loi, et si c'est une proposition de loi, laissez faire les parlementaires. Ce n'est pas du tout ce qui s'est fait, et nous demandons juste le respect de la Constitution. Au-delà de ça, ce serait bien que vous nous expliquiez pourquoi cette notion d'urgence, pourquoi faire si ce n'est pour empêcher la population et les parlementaires de pouvoir se positionner. En quoi est-ce qu'on est dans l'urgence sur les drones, sur voilà, qu'on nous explique qu'est-ce que c'est l'impératif là dans la période actuelle en plus. Ça c'est quand même très important, il faut le souligner. C'est-à-dire qu'on se serve un peu de l'état d'urgence sanitaire pour faire passer des choses. Ben moi je ne dis rien, je constate que dans une période où on ne peut pas se regrouper comme on veut, où les manifestations sont compliquées, où plein de gens ne vont pas dans la rue parce que leur santé ne le leur permet pas. Pourquoi dans cette période on choisit de passer des lois qui sont problématiques et en plus on choisit de les faire en urgence? C'est quoi le message? Voilà. Est-ce que alors qu'on nous parle de l'urgence du Covid-19, est-ce que c'est une urgence de multiplier les textes de loi liberticides, problématiques? Pourquoi est-ce qu'on ne prend pas le temps de la réflexion? En quoi on est dans l'urgence? C'est quoi cette société où tout doit aller vite? Est-ce qu'on n'a pas le droit de réfléchir dans un énorme papier? Les Gilets jaunes de Cognac. Oui, On avait organisé le 18 mars un pique-nique citoyen pour commémorer les 150 ans de la Covid. Dès le matin,
il y avait la gendarmerie en tenue de combat avec la police municipale qui a relevé les identités. Et hier, on a été une dizaine et plus, parce qu'on était une trentaine, mais y compris ceux qui n'avaient pas décliné leur identité, on a reçu une amende de 135 € pour rassemblement de plus de 6 personnes. J'ai personnellement reçu la mienne ce matin, mais il y en a plein d'autres. Voilà. Mireille, en plus, elle en est à plusieurs. Donc c'est vraiment du harcèlement. Et donc ce qu'on veut dire aussi, c'est que pour nous, les Gilets jaunes, la loi LGL ne va rien changer parce que c'est déjà appliqué depuis 2 ans et demi. Et la loi s'est faite justement pour intégrer dans le droit, exactement, pour légaliser toutes ces mesures liberticides. Et en ça, on est des lanceurs d'alerte. C'est pour ça qu'on fait partie du collectif LG et qu'on se battra jusqu'au bout pour faire canner la loi. Et le Conseil constitutionnel, les élus et au-delà le préfet, ils seraient bien inspirés de tenir compte de ce qui monte de la population. Parce qu'il y a un moment où il y a la colère qui dépasse la peur. Et l'intimidation, à un moment, ça ne marche plus. Donc l'état de droit, c'est le respect des libertés. Et c'est pour ça qu'on se bat tous ensemble dans l'unité au sein du collectif. Est-ce que l'article 24 retenu par la commission mixte paritaire change quelque chose sur le terrain par rapport à celui qui avait été mis en place par l'Assemblée? En gros, est-ce que sur le terrain, les journalistes, les personnes qui filment ont le même risque qu'avant de se faire interpeller puis judiciariser? Mais le risque est exactement le même puisque ce sera laissé à la libre appréciation des forces de police sur le terrain. Vas-y, ouais, c'est très subjectif en fait, effectivement. Justement, la création d'un délit à l'identification pour les gens de l'ordre, comment ça se fait? Est-ce que ça empêche le travail de la presse? C'est extrêmement subjectif puisqu'il n'y a pas de caractérisation en fait vraiment factuelle et matérielle, et donc on va revenir exactement sur la même problématique qui est que lorsque les gens vont être en train de filmer des violences policières, il y aura un élément matériel susceptible de permettre en fait de bloquer la personne qui est en train en fait de faire son travail. Donc en fait la réalité de est-ce qu'on va pouvoir continuer à filmer les violences policières, toujours c'est pareil, non, ça va être un obstacle. Et après quelle sera la manière dont cela va être jugé, ça va dépendre presque de chaque juge parce que le délit est tellement peu caractérisé que ça laisse énormément de place à la subjectivité. Et normalement, le droit pénal est d'application stricte. Donc le droit pénal doit être suffisamment précis pour qu'effectivement il soit déterminé. Et là, ce n'est pas le cas. Et je voudrais qu'on ne perde pas de vue que ça se produit en même temps que le nouveau schéma national du maintien de l'ordre, qui est déjà une grosse problématique pour les journalistes, qui est déjà, on l'a vu, les interpellations dès les premières mobilisations, ça a été, vous vous dispersez pas, on vous met en garde à vue. Donc dans ces conditions, comment est-ce qu'on peut espérer que des journalistes fassent leur travail et puissent témoigner de ce qui se passe si au moment de la dispersion, il n'y a plus personne pour témoigner? Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi est-ce qu'on nous éloigne? Pourquoi ce pays, pourquoi cette société aurait peur de ces journalistes et de ces observateurs? Voilà, la question elle est là. Mais pourquoi tant de haine? Mais pourquoi cette société a peur de ses citoyens? Enfin, je veux dire, nous ce qu'on a vu, c'est pourquoi cette société a peur en fait de sa population. Pourquoi est-ce qu'on est obligé de placer toute la population sous contrôle avec des drones? Parce que ce qu'on a constaté, c'est que dans notre collectif, on a des migrants, on a des sans-papiers, on a différentes catégories de gens, on a des gens qui sont dans le milieu de la culture, on a des gens qui sont syndicalistes, on a tous les milieux qui sont des gens qui prennent position dans la société. Et on est tous touchés par ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que quoi? Il n'y ait plus personne qui bouge. Mais on ne peut pas mettre un pays sous verre, on ne peut pas mettre un pays sous cloche. Donc effectivement, il va y avoir une limite, la limite entre la peur en fait et la colère. Donc là effectivement, et pour la presse, c'est vrai que c'est extrêmement grave et on est quand même extrêmement surpris, enfin surpris non, mais déçus de voir que, on va dire, la presse grand public ne mène pas plus cette lutte et on ne comprend pas que les journalistes qui sont dans ces grands médias n'arrivent pas à l'intérieur de leur propre rédaction à imposer ce type de sujet, ce qui montre bien en fait qu'il y a un vrai problème en matière de presse. Si la presse classique n'arrive pas à faire passer ces sujets-là, c'est qu'il y a un vrai souci dans les comités de rédaction. Ou alors c'est qu'ils considèrent qu'il n'y a pas de problème, mais alors là, dans ce cas-là, il y a un vrai problème d'analyse.
Alors, c'est très rassurant, le titre nouveau pacte de sécurité, respectueux des libertés. Vous êtes d'accord pour ça? Ouais, mais alors plus c'est rassurant, après c'est plus je me méfie. Voilà, c'est vraiment, moi c'est au moment où on a passé des plans de sauvegarde de l'emploi qui étaient des licenciements. À partir de ce moment-là, on a commencé à plus trop faire confiance en fait au titre des lois. Et là, c'est particulièrement inquiétant parce qu'en plus, ça montre la volonté en fait de duper les citoyens. Ne serait-ce que là-dessus, les mots ont un sens normalement. Quand on voit que la vidéosurveillance, ça s'appelle désormais vidéoprotection. J'ai jamais vu une caméra venir protéger quelqu'un. Dire les mots sont censés avoir un sens. Et là, on n'en a plus. Donc effectivement, ça va devenir très compliqué. Et nous n'avons comment dire, que peu d'illusions. Mais c'est vrai que ce que nous demandons là, c'est le sursaut démocratique maintenant. Maintenant, et c'est pour ça qu'on l'exige du Conseil constitutionnel. S'il n'intervient pas, il ne faudra pas se leurrer. Nous serons quand même dans une situation plus que compliquée. Le sursaut démocratique, il ne fallait pas le faire déjà avec cette loi baptisée renforcement du dialogue social. Le sursaut démocratique, il aurait dû venir peut-être depuis un moment. Mais là, on atteint un stade en fait où on ne peut pas ne plus voir, vraiment. C'est très compliqué. Effectivement, on est enfermé avec les lois de prorogation d'urgence sanitaire. Mais il faut que les citoyens réinvestissent l'espace public. Il faut que les citoyens arrêtent de déléguer à des tiers l'usage de la place publique, du choix public. Il faut que les citoyens réinvestissent ce choix-là, parce que sinon, ce choix, il sera à leur détriment, totalement. Il faut que massivement, il soit là le 1er mai. Oui, et il faut que massivement, il soit là le 1er mai. Et le 10 avril. Merci beaucoup. Après, effectivement, il y a des syndicalistes qui sont là, les Gilets jaunes. Il y a ceux de Gignac, mais il y en a plein qui sont là depuis le début. Il y a plein de citoyens qui sont agglomérés autour, donc si vous voulez des choses plus précises, n'hésitez pas. Et sinon, merci d'être venus. On est dans le même bateau, voilà. Et pour le coup, nous, est-ce qu'on peut profiter 5-10 minutes pour se voir pour un petit peu. Alors, moi, ouais,